Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie d'un projet extrêmement complet qui vous permettra de développer des compétences de data engineering, ML engineering, développement full stack et même de DevOps. Et ce projet tourne autour de la prédiction de la consommation d'électricité des Français. Globalement, l'application qu'on a sous les yeux, donc ce qu'on va créer ensemble, comporte trois courbes. La première courbe, c'est la courbe bleue, qui représente la consommation effective en électricité des Français chaque heure. Donc cette courbe elle se met à jour toutes les heures. Et ensuite il y a deux autres courbes qui sont des courbes de prédiction. On retrouvera la courbe rouge qui est la prévision faite par RTE, qui est le responsable du réseau électrique français. Et ensuite il y a la courbe jaune-orangé qui est la prévision faite par notre algorithme qu'on développera ensemble pendant ce projet. Et puis sur cette app, je vous montrerai comment on peut ajouter certaines composantes pour pouvoir avoir accès aux prédictions passées, donc par exemple les 15 derniers jours, les 7 derniers jours, ou bien seulement les 2 derniers jours. Et ce genre de fonctionnalité dynamique, ça peut avoir beaucoup de sens si vos utilisateurs veulent avoir accès à des prévisions passées. Et maintenant qu'on a vu ensemble le visuel de ce projet, je vous propose de regarder son architecture technique. Du coup, voici un schéma qui représente l'architecture technique du projet. Donc on a deux serveurs, deux instances EC2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un serveur, dites-vous juste que c'est un ordinateur qui est connecté à Internet. Sur ce premier serveur, on va avoir une base de données, notre back-end de l'application que je viens de vous montrer. On va avoir l'application front, donc l'application que je viens de vous montrer, et on va avoir des scripts d'automatisation qui vont tourner. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails, notre base de données, ça va être une base de données Postgre et on va la containeriser avec Docker. On verra ensemble comment ça fonctionne et pourquoi c'est intéressant d'utiliser Docker dans ce cas précis. Notre application front, ça va être du React.js et on va l'exposer avec Nginx, qui est un serveur web. Ensuite, on va utiliser Node.js pour notre application back-end et on va utiliser des cron et des scripts bash pour l'automatisation. On a ensuite un deuxième serveur. Donc ce deuxième serveur, vous pouvez vous demander pourquoi on l'utilise. En fait, ce serveur, ça va être le serveur sur lequel notre modèle de deep learning fonctionne. Et donc on n'a pas envie que ce serveur tourne H24 parce que ça peut nous coûter trop cher. On veut juste lancer ce serveur pour faire une prédiction et ensuite l'éteindre. Donc c'est pour ça qu'on sépare les deux. Et ce serveur, par exemple, il peut être beaucoup plus gros que celui-ci parce que des modèles de deep learning, ça peut être très lourd à faire tourner. On peut avoir besoin d'une grosse puissance de calcul. Alors que ce serveur-là peut être un serveur très basique qui coûte pas cher. Et donc l'idée c'est d'avoir ce deuxième serveur qui est dimensionné pour faire fonctionner notre algorithme de deep learning et qui va fonctionner uniquement quand on veut faire une prédiction. Sur ce deuxième serveur, on va avoir deux choses, une API et notre modèle. Cette API va nous permettre de faire une communication entre ce serveur, donc tous les éléments qui tournent ici et qui ont besoin d'avoir la prédiction de ce modèle. L'API ça va être du Fast API et le modèle il va tourner en Python. Et ici aussi on va containeriser ces deux choses. Et voilà les grandes étapes de ce projet. Donc la première étape, c'est de créer un jeu de données d'entraînement. En gros, on va constituer un ensemble de données de qualité pour faire notre algorithme de prévision. Étape numéro 2, on va développer notre algorithme de prévision. Donc l'idée, c'est de concevoir cet algorithme de prévision ensemble. Étape 3, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Tout ce qui est en noir, c'est dans une prochaine vidéo. On va construire notre application front-end. Donc tout ce que je vous ai montré au début de la vidéo, les courbes et les composantes dynamiques, ça on va le faire ensemble dans une prochaine vidéo. Étape 4, développer l'application back-end, donc tout ce qui est autour des API, tout ce qui va nous permettre des communications entre le front-end et les différents blocs de notre projet. Cinquième étape, automatiser la récupération des données chez RTE. Donc on va vouloir par exemple toutes les heures récupérer les informations de consommation pour pouvoir les afficher ensuite dans le front-end. Donc ça, on va le faire de manière automatique. Ensuite, déployer la base de données. Donc on va se déployer une base de données dans laquelle on va stocker toutes les données de consommation, les prévisions et nos prévisions à nous. Étape 7, mettre en production l'algorithme de prévision. Donc on va mettre notre algorithme de prévision sur un serveur sur AWS. Étape numéro 8, automatiser les prévisions. Comme je vous l'ai dit juste avant, l'idée c'est d'avoir un serveur sur lequel notre algorithme de machine learning va tourner et on veut que ce serveur se lance de manière automatique au moment où on veut faire les prévisions. Et on veut que ce serveur s'arrête une fois que le travail est fait, payer un minimum. Donc on va le faire ensemble, je vais vous montrer comment on fait ça. Et la dernière étape, ça va être mettre tout le projet en ligne, et ça, on le fera ensemble aussi. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet en allant sur l'API RTE pour récupérer les données de la consommation et créer notre premier jeu de données qui va nous permettre d'entraîner notre modèle de deep learning. Donc nous voilà sur un des sites de RTE où il y a toutes les API qui sont listées. Donc nous, ça va être l'API Consumption qui va nous intéresser, mais il y a énormément d'API. Par exemple, il y a des API de production, donc vous pouvez voir quelle est la production solaire, éolienne,
la production faite par les éoliennes offshore, etc. Et vous avez aussi des données type balancing, pour ceux que ça intéresse. Le balancing, c'est une problématique très intéressante. Donc vous pouvez avoir tout ça sur le site de RTE, mais nous on va rester très simple, on va rester sur l'API Consumption. Hop, du coup on clique, et si on lit la première doc, on nous dit bien que c'est les données de consommation. Donc ça c'est ce qui nous intéresse. Ils disent aussi que c'est les consommations en temps réel, mais on va le voir qu'on peut avoir les consommations passées, et les consommations c'est ce qu'on veut pour faire notre jeu de données. Ils nous disent aussi que sur cette API on peut avoir accès aux données des prévisions. Ces données vont nous servir dans un second temps pour ce projet. Pour l'instant, on reste focalisé sur la nécessité de nous créer un jeu de données, donc avec les données de consommation passées et effectives. Voilà, donc maintenant on veut voir le guide de l'API pour voir comment cette API fonctionne. Donc si on déroule un petit peu ce guide, on voit qu'on peut accéder à plusieurs prévisions. Donc la prévision faite en J-2, J-1 et en intrajournalier. Donc on va avoir 3 types de prévisions, ça on verra encore une fois plus tard ce que c'est exactement et comment on peut l'utiliser. Et il y a également ce qui est réalisé. Donc ça c'est vraiment ce qui va nous intéresser pour créer notre jeu de données et pour pouvoir entraîner nos modèles de deep learning. Ensuite, pour utiliser l'API, il y a des prérequis. Il faut créer un compte. Même si l'API est publique, il faut créer un compte. Donc on va créer un compte juste après et je vais vous montrer comment on peut requêter cette API en utilisant ces credentials. Mais juste avant de créer notre compte, allons voir l'URL qui nous permet de récupérer les données. Donc elle est là. Vous voyez, il y a plusieurs choses qu'on peut ajouter. La valeur, donc intrajournalier, journalier, realized, la date de début et la date de fin. Et là ensuite RTE va nous envoyer les données de consommation toutes les 15 minutes à partir de la date de début jusqu'à la date de fin. Et enfin, pour l'identification, donc il faut ajouter un bearer token à notre requête. Voilà, maintenant, sans plus tarder, allons créer un compte. Donc pour créer un compte, vous cliquez là. Et une fois que vous avez créé votre compte, il faut aller s'abonner à l'API Consumption si vous souhaitez avoir des identifiants qui vous permettent d'avoir un bearer token et de pouvoir faire des requêtes. Donc moi je suis abonné, comme vous pouvez le voir. Et maintenant que je suis abonné, j'ai des identifiants qui vont me permettre de faire une requête pour récupérer un bearer token, et ce bearer token, il faudra le mettre dans la requête pour accéder aux données RTE de consommation. Donc maintenant, passons sur VS Code et tapons du code. Pour faire les requêtes et créer notre jeu de données, on va utiliser Python. Et la première étape consiste à importer request et JSON. Ensuite, il faut qu'on renseigne l'URL sur laquelle on va faire une requête pour récupérer notre token. Puis il faut qu'on donne nos credentials. Donc le client ID, ici je l'appelle username, et le mot de passe, ici je l'appelle password. Ensuite, il faut renseigner ce qu'on va mettre dans data. Donc data, ça va être un dictionnaire avec en clé grant type, et puis la valeur, ça va être client credential. Alors ici, il y a un petit problème. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis le mauvais guillemet, donc il faut mettre 2 fois les mêmes guillemets. Et pour ceux qui se demandent comment est-ce que j'ai fait pour savoir comment on récupère ce token, en fait c'est détaillé sur le site RTE, c'est juste que je n'ai pas pris le temps de vous le montrer. Et maintenant donc on a renseigné tout ça, il nous reste juste à faire la requête. Donc la requête c'est égal à request.post, parce que c'est une requête de type post. On renseigne l'URL qu'on a renseigné juste au-dessus, on renseigne ce qu'on met dans data, et on renseigne les informations pour s'authentifier, donc username et password. Une fois qu'on a fait cette requête, il faut qu'on récupère l'information dans la réponse de RTE, et l'information, pour la récupérer, il faut faire response.json.get et la clé access token. Et grâce à ça, on va pouvoir accéder au token. Enfin, pour vérifier que tout ça fonctionne, je vous propose de faire un petit print et d'afficher notre token. Pour exécuter ce code, on a juste à ouvrir un terminal, entrer Python 3 et le nom de notre fichier. Et entrer. Ok, super, pas de mauvaise surprise, on a bien notre token qui est affiché, donc on récupère bien ce token. Maintenant on va pouvoir faire des requêtes pour récupérer les données de la consommation et enfin créer notre dataset d'entraînement. Je vous propose de retourner rapidement sur la page de RTE pour regarder l'URL qui va nous permettre de faire des requêtes d'API. Donc comme vous voyez sur cette URL, il faut rentrer la date de début, la date de fin, et on renseigne également la valeur. Donc la valeur c'est realized. Du coup, pour implémenter ça, je vous propose de définir une URL de base à laquelle on ajoutera ensuite de manière dynamique la date de début et la date de fin. Ensuite, il faut créer un header. Dans ce header, on va ajouter les informations que RTE nous demande de mettre, donc le host, puis ensuite l'autorisation, donc c'est là qu'on ajoute notre bearer token.
Et comme on ajoute notre token de manière dynamique, on met F, puis ensuite, entre les guillemets, on met bearer, puis on ajoute entre accolades le token pour l'ajouter de manière dynamique. Parce qu'à chaque fois qu'on va relancer notre code, on va générer un nouveau token et on veut que ce nouveau token soit pris en compte pour faire la requête ARTE. Ensuite, donc là on crée l'URL à laquelle on va faire la requête. Donc cette URL elle va être dynamique, elle va prendre l'URL de base en paramètre, puis ensuite on va lui donner le type qui est égal à realized, donc ça c'est RTE qui nous disait qu'il fallait renseigner ça. Ensuite start date, donc pareil on va lui donner un paramètre dynamique qui va être start date, on va la définir juste après, et il faut mettre start date au bon format, donc on met .isoformat. Ensuite il y a pourcentage de B02 2.00, ça c'est pour donner le fuseau horaire, donc j'ai copié ce qu'il y avait sur RTE. Ensuite, on donne la date de fin, et pareil, c'est une date dynamique, on met end date, et on le met au format qu'il faut. Et puis, on redonne le fuseau horaire. Et maintenant, il faut qu'on définisse start date et end date. Pour ça, on va utiliser date time, qui est une fonction qui prend en paramètre l'année, puis le mois, et enfin le jour. Donc pour notre jeu de données, je vous propose de démarrer le 1er janvier 2020 et de finir le 1er octobre 2024. Donc voilà pour l'idée, mais malheureusement on ne peut pas juste faire une requête à cette URL en l'état, parce qu'en fait la période de 4 ans est beaucoup trop longue pour RTE pour nous envoyer toutes les informations d'un coup. Donc il faut qu'on divise cette période de 4 ans en blocs plus petits. Donc dans la suite, ce que je vous propose de faire, c'est de diviser cette période en blocs de 6 mois. Donc implémentons cette fonction qui divise la période totale en périodes de 6 mois. Cette fonction, on va lui faire prendre en entrée la date de début, la date de fin, et puis on peut lui mettre delta. On peut fixer 6 mois, je laisse delta comme ça. Ensuite, il faut initialiser une première date. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on déclare la variable current date comme étant égale à start date. Et nous, ce qu'on veut en fait avec cette fonction, c'est avoir des dates de début et dates de fin de chaque sous-période. Donc pour ça, on va créer une boucle while qui va démarrer à current date, qui va ajouter à current date le delta, puis ensuite qui va retourner donc le début de la période, la fin de la période, puis réinitialiser la variable current date comme étant next date pour réitérer ça jusqu'à ce qu'on arrive à la date de fin. Et comme ça, cette fonction, ce qu'elle va retourner, c'est toutes nos sous-périodes avec date de fin, date de début, et ça, on va pouvoir ensuite le donner à une boucle for. Avant de faire notre boucle for, il faut que je déclare une variable delta, donc je l'appelle 6month, et pour la déclarer, je vais utiliser la fonction timeDelta qui permet de faire des deltas entre des dates. Et cette fonction, elle prend en entrée notamment le nombre de jours. Donc là, je vais ajouter 6 fois 30 jours, pour dire que c'est à peu près 6 mois. Donc là, normalement, on a toutes nos variables. Du coup, on peut partir sur la déclaration de notre boucle for. Donc on va faire une boucle for sur des dates de début, des dates de fin pour chaque sous-période. Et souvenez-vous, ces sous-périodes elles sont déclarées grâce à la fonction dateRange. Et dateRange prend en entrée start date et end date. Et puis notre delta, ici 6 months. Maintenant, il nous reste à indenter, changer les variables. Donc on avait appelé les variables start date, mais maintenant c'est le start de notre boucle for et end de notre boucle for aussi. Ensuite, donc, on fait notre requête. Pour ça, on utilise request de Python. Ici, c'est une requête de type get. On la fait à l'URL qu'on vient de déclarer et il faut lui donner le header. Maintenant, on peut ajouter des conditions sur notre requête. Si la requête revient avec un statut code 200, donc on affiche la réponse. Comme ça, le fait d'afficher la réponse, ça va aussi nous permettre de comprendre la structure de la réponse pour récupérer les bons éléments. Donc on va le faire juste après. Et s'il y a un problème, si c'est pas un code 200, alors on peut dire que la requête a échoué et on peut afficher ça aussi. Pour tester ce code, on va modifier la date, on va juste faire une requête qui va récupérer les informations à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 3 janvier 2020. On va pouvoir comme ça afficher la requête et voir la structure. Donc ça a l'air de marcher, on voit le premier token qui s'affiche, puis ensuite le résultat de la requête. Regardons la structure de cette réponse. Donc on a un dictionnaire avec la première clé short term. Ensuite, dans short term, on a un array. Puis on a le type, donc realized, on retrouve l'appel qu'on avait fait. On a la date de début, la date de fin, donc de toute la requête.
Et ensuite, on a la clé valeur dans laquelle il y a un autre array. Et c'est là-dedans qu'on va retrouver les valeurs qui nous intéressent. Donc il y a une nouvelle fois start date et end date. Mais là, vous voyez, c'est un petit peu différent. La start date, donc c'est minuit. Et la end date, c'est minuit plus 15 minutes. Puis ensuite, on a la valeur associée à cette plage horaire. Puis l'autre valeur, donc on a start date, c'est minuit 15 minutes. Et la end date, c'est minuit et 30 minutes. Donc on a décalé de 15 minutes. Et on a la valeur associée à ce nouveau quart d'heure. Et ainsi de suite. Donc c'est ça la structure de la requête. Et en fait, cette structure, elle est en quelque sorte optimisée pour des requêtes d'API. Mais nous, on aimerait une structure qui est optimisée pour faire un jeu de données d'entraînement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'information à l'intérieur de cette réponse et on va la structurer pour avoir d'un côté la colonne avec la date et de l'autre une colonne avec les valeurs. Du coup, si on veut accéder à ces informations, après response.json, il faut rentrer la clé short term pour rentrer dans la première array. Ensuite, on prend la première valeur parce qu'il y a une seule array et il faut rentrer dans cet array-là. Donc on met 0. Et ensuite, on veut rentrer dans l'array values. Donc on va rentrer la clé values. Voilà, donc je vous propose de faire un print pour voir si on ne s'est pas trompé. Hop, donc le token s'affiche et on a bien l'array où il y a les valeurs dedans qui s'affichent. Donc on est très content, c'est super, on ne s'est pas trompé. Là on voit encore start date, end date. Et maintenant ce qu'on aimerait avoir c'est accès à value. Donc pour avoir toutes les valeurs qui sont dans cet array. Pour ça, rien de plus simple, on va faire une boucle for qui va accéder à toutes les entrées value de cet array. Voilà, donc testons une nouvelle fois. De nouveau, le token s'affiche. Et là, donc, toutes les données de consommation sont affichées par pas de temps de 15 minutes. Donc c'est exactement ce qu'on voulait. Là, on a extrait l'information de la réponse de RTE. Maintenant qu'on sait comment accéder à l'information, ce qu'il faut, c'est stocker cette information. Donc on va déclarer deux variables qui vont être des arrays. Une variable allDate qui va stocker toutes les dates et une variable allValue qui va stocker toutes les valeurs. Dans notre boucle for, ensuite, on va faire un append sur allStartDate. Donc, en gros, toutes les valeurs qui vont être prises séquentiellement vont être ajoutées dans notre array. Et pareil pour allValues. On va aussi faire un append pour séquentiellement ajouter toutes les valeurs. On peut améliorer aussi un petit peu la gestion de l'erreur en ajoutant la date de début et la date de fin de la requête qui a posé problème. Bon, ça c'est pas obligatoire, je le fais là. Et ensuite, on va créer un data frame à partir des deux arrays qu'on a. Donc, le data frame va avoir deux colonnes. La première colonne, ça va être start date, et on va la remplir avec all start date. Et la seconde colonne, ça va être value, et on va la remplir avec all values. Maintenant, on peut se faire un print pour voir la tête que ça a. Et avant de faire ça, par contre, il ne faut pas qu'on oublie d'importer Panda. Si maintenant on regarde ce print, donc on voit bien qu'on a deux colonnes, la colonne start date et la colonne value. Pour start date, on voit bien qu'on a des informations pour toutes les 15 minutes. Donc par exemple à minuit, minuit 15, minuit 30, minuit 45. Et on a les valeurs associées. Maintenant qu'on voit que ça fonctionne bien, ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier les dates. Donc on garde la même date de début, mais par contre la date de fin on va la mettre à 2024 et pour le 1er octobre. Et puis ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va sauvegarder notre data frame dans un CSV. Pour ça, on utilise la fonction toCSV. Donc ce CSV, on lui donne un nom, consumption data. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met pas d'index. Parce que ça peut faire des doublons, des trucs un peu bizarres. Donc moi, je préfère ne pas mettre d'index. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre un petit print pour nous informer que les données ont bien été enregistrées. Donc là, la requête prend plus de temps que la première, parce qu'elle doit récupérer 4 ans de data. Donc ça prend un peu de temps. Et puis là, on voit bien donc que les données ont été sauvegardées dans un CSV qui s'appelle consumption data. Et si on scroll, on voit bien qu'il y a les données qui sont entre 2020 et 2024.
Donc tout a l'air de très bien fonctionner. Et maintenant, ce qu'il faut changer, c'est la maille horaire. Là, on voit bien qu'on récupère des données toutes les 15 minutes, mais nous, notre algorithme de prédiction, ce qu'on a envie qu'il fasse, c'est qu'il prédise pour des fenêtres d'1 heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier ce dataset en faisant une moyenne de tous les quarts d'heure pour chaque heure. Comme ça, on aura un dataset heure par heure. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi ça a du sens, en fait, ça a du sens parce que sur le marché day ahead, donc le marché de l'électricité de la veille pour le lendemain, donc les personnes qui achètent de l'électricité ont besoin de connaître la consommation heure par heure. Bien évidemment, quart d'heure par quart d'heure, ça donne plus d'informations, mais ce qu'on a envie d'avoir vraiment, c'est heure par heure. Donc c'est pour ça qu'on se fait un dataset heure par heure, et en plus, ça va simplifier la prédiction. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de regrouper les quarts d'heure par jour et par heure. Donc en gros, pour le 1er janvier 2020, pour l'heure numéro 1, on va faire un paquet avec les 4 quarts d'heure de cette heure-ci. Puis ensuite, heure 2, un paquet avec les 4 quarts d'heure de cette heure-ci, et ainsi de suite. Et notre problème, c'est que en l'état, notre date, elle a trop d'informations. Elle prend la journée, l'heure et les minutes. Du coup, avec cette date, on va pas pouvoir regrouper par journée et par heure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de nouvelles datas. À partir de cette date, on va créer uniquement la donnée jour et uniquement la donnée heure. Et ensuite, on va faire des groupes à partir de ces deux nouvelles données. Donc je vous propose de faire une fonction qui transforme la date, donc la longue date qu'on a là, qui prend jour et heure. Ça, on va la transformer en une date qui donne juste le jour. Donc pour ça, on fait une fonction qui prend datetime, qui la transforme au format ISO, et ensuite notre fonction elle va retourner dt.date.isoformat. C'est juste pour donner le jour. Comme ça, on retire l'heure. Ensuite, on va définir une autre fonction qui va nous permettre de prendre juste l'heure à partir de la longue date. Donc pour faire ça, on fait dt égale datetime.fromIsoformat, encore, et on va retourner dt.hour. Et on va pouvoir regrouper nos datas comme ça. Et ensuite faire la moyenne. Et puis, on ajoute une troisième fonction, ça vous verrez tout à l'heure, c'est plus pour nettoyer les données. On fait la même chose, mais là le but c'est d'extraire juste les minutes. Et vous verrez, c'est pas utile pour faire la moyenne. Ensuite, sur notre data frame, on va se créer une nouvelle colonne, la colonne date column. Pour ça, on fait df startDate.apply et on va appliquer la fonction transform datetime to date. Et on va faire la même chose pour les heures. Donc on va se faire une hour column et on va appliquer la fonction transform datetime to hour à notre colonne df startDate. Donc maintenant qu'on a l'information journée et heure, on peut faire une autre fonction qui va prendre le groupe, qui va faire la somme des valeurs de ce groupe, donc la somme des 4 quarts d'heure, et diviser par 4 pour avoir la moyenne. J'ajoute aussi une petite condition pour être propre. Je dis que si la longueur du groupe est plus petite que 4, alors on retourne none. Parce qu'on peut avoir un truc un peu bizarre si jamais on n'a pas 4 quarts d'heure et on divise par 4. C'est pas terrible. On aurait pu faire différemment et diviser par la longueur du groupe. Mais bon, restons simples. Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer des groupes et appliquer notre fonction consumption average au groupe. Et en Python, il y a un truc super cool, plus particulièrement en Pandas, il y a un truc super cool qui permet de faire des groupes, c'est group by. Donc on fait df.groupBy, on met les colonnes qu'on veut utiliser pour faire des groupes, donc en l'occurrence date column et hour column, et ensuite on applique à ces groupes notre fonction consumption average. Et puis j'ai mis reset index parce qu'encore une fois je ne veux pas garder des index qui peuvent faire des trucs un peu bizarres. Et on va nommer donc cette nouvelle colonne qui est créée grâce à cette fonction. Et cette nouvelle colonne, on va l'appeler average value hourly. Et on peut faire un print pour voir si tout ça fonctionne bien. Là déjà, ça va être un peu trop long parce que j'ai laissé les dates. Donc je vais modifier pour la date de fin, je vais mettre 2020 et le 3 janvier. Maintenant j'ai une erreur. Et là en fait l'erreur c'est que sum, c'est une fonction, donc il faut mettre deux parenthèses. Je pense que là ça va marcher. Voilà, donc ça marche. Et là on a affiché notre valeur. Et on a bien donc nos trois colonnes, la date, l'heure et la moyenne. Donc là, génial, on a bien ce qu'on voulait. Ok, donc pour moi, là, il manque quand même un truc dans notre jeu de données.
j'aimerais bien qu'on ait quand même la colonne date avec la date au complet. Donc jour, heure, minute. Donc pour ajouter cette colonne, c'est peut-être pas le mieux, mais c'est une manière qui marche. Donc je vais faire un merge entre le premier data frame et le deuxième data frame qu'on vient de créer. Donc le data frame qu'on vient de créer, c'est average value. Le premier data frame qu'on a créé, c'est df. Le merge, il va être fait à partir de la colonne date column et hour column. Et on va faire un merge de type inner. Ça veut dire qu'on va regrouper les deux data frames qui ont les mêmes clés. S'ils n'ont pas les mêmes clés, on ne crée pas de ligne. Donc là, si on fait un print de tout ça, on voit bien qu'on a ajouté à notre data frame average la bonne colonne. Mais il y a un petit problème, j'ai l'impression, sur la colonne des minutes. On voit 0, 0, 0, 1, 22. Donc j'ai l'impression que la colonne des minutes, c'est la même colonne que les heures. Donc il doit y avoir un problème dans le code. Du coup, si on remonte, on voit effectivement que j'ai laissé dt.hour et il faut mettre dt.minute. Maintenant, on peut refaire le print. Et avec un nouveau print, on voit que les minutes sont bien calculées. Donc très bien. Maintenant, donc comme on peut le voir, en fait, il y a des doublons pour chaque heure. En fait, pour la même heure, on a pour tous les quarts d'heure la valeur average value hourly qui est dupliquée et qui est la même. Donc on a 4 fois par exemple là 64 987. Donc en fait, on aimerait garder une seule ligne de tout ça. Et c'est là qu'on va utiliser la colonne minute. Et donc on va se faire un filtre. On va filtrer sur ce data frame. On va garder uniquement une ligne par heure. Et la ligne, ça va être minute égale 0. Donc il y avait peut-être plus simple pour faire tout ça. Si vous avez des meilleures idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc maintenant qu'on a fait le filtre, c'est beaucoup mieux. Et là, moi, il y a des colonnes que j'aimerais virer. Je veux juste garder la colonne start date, date column, hour column et average value hourly. Donc on se crée notre nouveau data frame. Tac. On le print. Donc on voit bien qu'on a les colonnes qu'on veut. Et on remarque qu'on a bien donc les valeurs pour chaque heure. On n'est plus à une maille de 15 minutes. Donc on va changer aussi le nom de notre CSV. On va ajouter AVG pour dire que c'est average. Et on va changer la date de fin. On va remettre 2024 octobre 1. On peut lancer. Donc encore une fois, la requête va prendre un peu de temps. Je vais faire avance rapide. La requête a été faite et on voit bien qu'on a écrit notre CSV. On voit notre CSV, on peut scroller pour aller tout en bas et tout en bas on voit bien que ça s'est arrêté en 2024 le 30 septembre. Donc on a toutes nos données. Voilà, step 1 est fait. On va pouvoir entraîner notre algorithme de machine learning sur ce jeu de données. Maintenant qu'on a notre jeu d'entraînement, il faut qu'on choisisse quel algorithme on va utiliser. Donc pour ça, on va suivre ce petit diagramme que je vous ai préparé. Donc quand on veut faire de la prédiction de séries temporelles, pour moi, il faut suivre ce cheminement de pensée pour sélectionner l'algorithme. La première question, c'est est-ce qu'on veut utiliser des covariables pour faire notre prédiction? Et qu'est-ce qu'une covariable? Ça va être une variable qui est différente de la quantité qu'on veut prédire. Par exemple, là, on veut prédire la consommation en électricité des Français. Les covariables, ça va être la température, par exemple, le vent, le jour de l'année, le jour de la semaine, le mois, etc. Ça, c'est des covariables. Donc, est-ce qu'on veut prendre des covariables ou non? Si on veut prendre des covariables, là, on a tous les algorithmes de ML qui existent, quasiment. Régression linéaire, LSTM, CNN, NHITS, NBITS, fort aléatoire, Transformers, GRU, etc. Donc, vous avez vraiment tout. Et en général, pour les séries temporelles, quand on veut utiliser des covariables, il faut réentraîner notre algorithme de 0. Donc, c'est assez difficile, c'est assez long. Mais quand on a fait un bon travail, en général, on a un modèle qui est imbattable. Après, l'autre stratégie, c'est de ne pas utiliser de covariables. Donc, on va faire des modèles dits autorégressifs. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'on fait un modèle de 0 ou est-ce qu'on utilise un modèle qui a déjà été pré-entraîné sur plein de données? Si on fait un modèle de 0, là, on peut encore une fois utiliser quasiment tous les algorithmes de machine learning qui existent, des modèles de régression ou des modèles dits autorégressifs comme ARIMA. Et enfin, l'autre stratégie qui consiste à utiliser des modèles pré-entraînés, ça va être d'utiliser ici des modèles dits de fondation. En fait, ce sont des modèles qui ont vu énormément de séries temporelles. Donc ces modèles, normalement, ont une capacité de généralisation très bonne. Et ce qu'on va faire avec ces modèles, c'est qu'on va les réentraîner un tout petit peu avec nos données à nous. Et normalement, ces modèles pré-entraînés plus nos données vont pouvoir donner des modèles qui sont d'une bonne qualité
plus rapidement que si on avait réentraîné un modèle de zéro. Bon, dans les faits, si on entraîne un modèle de zéro et qu'on le fait très bien avec des covariables, normalement on devrait être meilleur que les modèles de fondation. Mais utiliser un modèle de fondation, c'est très bien parce que c'est générique. Avec un code qui va être réutilisable sur d'autres problèmes, on va pouvoir très rapidement avoir une première version d'un modèle de forecast. Et vous verrez que pour la prédiction de la consommation des Français, on a quand même un bon niveau de précision. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser des modèles de fondation. Et des modèles de fondation pour les séries temporelles, maintenant, il y en a vraiment beaucoup. Vous avez par exemple TimeGPT, TimeFM, Chronos, Moirai. Vous pouvez faire vos recherches de votre côté, vous verrez, il y en a quand même beaucoup. Nous, dans la suite, on va utiliser le modèle Chronos, qui est un modèle développé par Amazon. Donc, on peut faire une recherche Google. Dans Google, vous voyez, vous avez deux liens. Un lien pour le guide et un lien pour l'article de recherche. Si vous voulez des informations sur le modèle, vous pouvez aller sur l'article de recherche. Nous, on va sur le guide. Et donc, sur le guide, il y a plein d'informations. On vous explique que Chronos, donc c'est un modèle pré-entraîné qui est là pour faire de la prédiction de séries temporelles. Il a été pré-entraîné sur plein de time series. Ensuite, on vous présente les différents modèles. En gros, il y a des petits modèles et des modèles un peu plus gros et des très gros modèles. Et la différence vient du nombre de paramètres que ces modèles ont. Et normalement, plus un modèle est gros, plus il est capable de proposer une bonne performance, mais plus il est lourd à faire tourner. Et avec Chronos, vous pouvez faire ce qu'on appelle du zero shot, ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de réentraîner le modèle. Normalement, ils disent que ce modèle a vu tellement de séries temporelles qu'il est capable de généraliser à votre problème sans être réentraîné. Donc ça, c'est un peu le Graal, en quelque sorte. Le Graal des modèles de fondation, c'est de ne pas avoir besoin d'être réentraîné pour être performant sur des problèmes que le modèle n'a jamais vus. Ils appellent ça du zero shot. Voilà, donc nous on va utiliser ça et on va donc installer Chronos en suivant ce qu'ils expliquent. Ils disent qu'on peut installer Chronos avec un pip. Et sans plus attendre, donc on va aller coder et pour ça je vous propose d'aller sur Google Colab. Ceux qui connaissent pas Google Colab, c'est un environnement en ligne pour faire tourner du code. Et avec Google Colab, on peut avoir un environnement avec des GPU. GPU, ça veut dire Graphical Processing Units. Donc pour ceux qui connaissent pas, ça permet d'accélérer tout l'entraînement et l'inférence des modèles de deep learning. Donc c'est vraiment pratique. Et nous, on va utiliser ça. Donc je vous propose d'aller sur Google Colab et de démarrer un notebook. Une fois qu'on est sur Google Colab, la première étape, c'est de choisir le type d'exécution. Là, on ouvre, donc on peut exécuter sur du CPU, c'est l'option de base. Et après, on peut choisir des GPU. Et on va les choisir en fonction de nos besoins. Ici, nous, on va prendre le moins cher, le T4. Donc c'est un GPU T4. Et ce GPU coûte 1,58 unités par heure. Donc je sais pas combien ça fait exactement, mais de souvenir, vous payez à peu près 10 € pour 100 unités. C'est 10 € par mois pour 100 unités. Bon, moi je trouve que c'est pas si cher que ça. Une fois que ça c'est fait, donc on va importer les librairies classiques, Pandas, NumPy, et puis on va importer aussi donc une fonction qui s'appelle Mean Absolute Percentage Error. On regardera tout à l'heure exactement pourquoi on s'en sert et ce que ça fait. Pour continuer, il faut qu'on importe nos données parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un environnement qui est en ligne, donc pour l'instant il ne connaît pas nos données, donc on va importer notre CSV, Consumption Data Average, et puis j'en profite pour dire, à chaque fois que vous allez relancer ce notebook, ou à chaque fois que vous allez partir et revenir, il va falloir réimporter ces données. Bon, c'est un peu embêtant. Une possibilité pour que ce soit moins embêtant et moins redondant, c'est que vous pouvez stocker vos données sur un drive et vous pouvez autoriser chaque notebook à accéder à certaines données qui sont sur votre drive. Donc moi en général je fais ça, mais pour cette démo, on va rester comme ça, on va importer les données à la main à chaque fois. Donc on a importé les données. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est utiliser Pandas pour ouvrir notre CSV. On peut l'appeler df et on peut afficher df. Et là on voit qu'on a bien accès à toutes les informations de consommation. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un jeu de données d'entraînement et un jeu de données de test. On va dire que notre jeu de données d'entraînement va jusqu'au 1er octobre 2023. Donc ça nous fait à peu près 3 ans d'entraînement, c'est pas mal. Et notre jeu de données de test, lui, il va démarrer donc au 1er octobre 2023 et il va aller jusqu'au 1er octobre 2024. Comme ça, on va pouvoir tester notre algorithme sur tous les mois de l'année. Ensuite, pour utiliser Chronos, donc on peut retourner sur le guide. Sur le guide, donc on nous dit qu'il faut faire un pip install de la librairie Chronos. Donc on copie-colle ça.
Et puis on met un point d'exclamation devant la ligne, comme ça permet de dire à Colab que c'est pas du code Python, c'est du code machine. Ensuite, une fois que ça c'est installé, donc on peut retourner sur le Git, et on voit qu'il faut importer Torch, Chronos, et puis on va d'ailleurs copier-coller tous leurs exemples, et on va le modifier un peu. Tac, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va séparer l'import de Chronos du reste du code. Ensuite il faut modifier les données, donc nous nos données elles vont venir de dftrain, ça c'est pour l'exemple, juste après on utilisera test. Notre série temporelle elle est stockée dans average value hourly. On peut modifier la longueur de la prédiction. Ce que va faire Chronos c'est à partir d'un instant donné il va faire une prédiction de la longueur prediction length. Nous, on va choisir 48 pas de temps, donc là, ça veut dire que, pour l'exemple, il va faire une prédiction pour les prochaines 48 heures. Et le nombre de samples, num-samples, Chronos, en fait, est un modèle de langue à la base, donc c'est un modèle qui est probabiliste. À chaque fois qu'on va lui demander de faire une prédiction, il va faire une prédiction un petit peu différente des autres. C'est bruité, c'est probabiliste. Et donc, pour avoir quelque chose de régulier, de robuste, on peut lui demander de faire plusieurs prédictions. Et avec toutes ces prédictions, on va pouvoir extraire par exemple la moyenne de toutes les prédictions ou des quantiles. Avec ces informations, on va avoir quelque chose de plus robuste que si on avait juste une prédiction. Par exemple, si on se fait un print de forecast 0, on voit que c'est un grand array. Et si on regarde la shape, on voit que c'est de taille 20, 48. Donc en gros, il y a 48 pas de temps. Et pour chaque pas de temps, on fait 20 prédictions. Pour ceux que ça perturbe un peu, en fait, ce comportement bruité, c'est vraiment classique des LLM. Si vous allez sur ChatGPT, vous posez 2 fois la même question, vous avez 2 réponses différentes. Bah là, c'est la même chose, on lui donne 2 fois le même jeu de données, et il fait 2 réponses différentes. Je dis 2, mais là, en l'occurrence, c'est 20. C'est vraiment un comportement classique de ces LLM, et vous verrez plus tard que ça peut être intéressant, parce que grâce à ça, on peut faire des intervalles de confiance autour de notre prédiction. Alors, maintenant, on va modifier ce truc train en test. On copie-colle. Paf. Et ensuite, on va aller sur le Git pour récupérer du code. Donc ça, c'est le code du plot. On prend cette ligne pour définir nos quantiles et notre médiane. Et on prend le reste pour afficher le diagramme. Donc nous, on va modifier des choses. La vérité. Donc là, en bleu, ce qu'on aimerait avoir, c'est dftest average value hourly. C'est notre vérité. Elle sera en bleu. En rouge, on va avoir la médiane, donc notre prédiction. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que Chronos, pour faire une prédiction, il a besoin de ce qu'on appelle un context window. Et en l'occurrence, par défaut, c'est d'une longueur 512. Donc en gros, pour faire une prédiction, il faut donner à Chronos un vecteur de taille 512. Et là, comme on l'a paramétré, ça va faire une prédiction pour les 48 prochaines heures. Donc là, on va lui dire, OK, step 1, on veut un plot. Je te donne en contexte window les 512 premières valeurs de mon vecteur dftest average value hourly. Et toi, tu me fais une prédiction pour les 48 heures qui vont suivre. Donc nous, pour la vérité, donc en bleu là, ce qu'on aimerait avoir, ce sont les valeurs à partir de la 512e jusqu'à la 512e plus 48e valeur. Voilà pour la vérité. Et maintenant, donc pour le forecast, il faut bien donner à Chronos les 512 premières valeurs. Donc 0, 2.512. Ensuite, on veut afficher le quantile d'ordre 0,1 et le quantile d'ordre 0,9. Pour ça, il faut donner un vecteur qui démarre à 1, qui finit à 48. Donc c'est comme ça qu'on plotte. Là, si on fait entrer, il y a un problème. Oui, il faut bien dire que c'est des valeurs, parce que sinon, c'est pas le bon type. Et voilà, donc on a notre premier plot. On peut voir que c'est vraiment pas mal, sachant qu'on n'a pas réentraîné le modèle. Donc là, leur zero shot, il marche bien, pour cette partie du moins, pour ces 48 heures. On voit qu'après 40 heures, il y a un problème, mais en fait, je pense que le problème, il vient surtout des données. La vérité fournie par RTE doit avoir un problème. À mon avis, les données sont pas terribles. C'est pas normal qu'il y ait une droite comme ça. Donc à vérifier, mais donc potentiellement les données de RTE sont pas géniales, il faut les reprendre. Voilà, donc là on a fait un premier plot pour les 512 plus 48 premières heures. Ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est avoir un code qui nous permet de faire des plots de 48 heures en 48 heures. Donc pour ça, il faut définir notre context window. Ensuite, on donne un indice ici i égale 1. On copie-colle le code pour faire la prédiction. Et là, on modifie un peu. On ne fait pas de 0 à 512, mais on va démarrer à
i fois 24, donc les 24 premières heures, fois i, et ensuite on va prendre le context window et on va ajouter i fois 24. Comme ça, à chaque fois que i augmente de 1, on translate d'une journée. C'est pas mal. Ça modifie un peu ce que je vous avais dit dans l'introduction où je faisais une prédiction aux alentours de 11 heures pour le lendemain. Là, pour des soucis de simplicité, on va faire juste une prédiction pour les 24 prochaines heures. Mais si vous voulez faire comme ce que j'ai fait dans le projet que je vous ai montré en introduction, ça change pas grand chose, il faut juste décaler les indices. Mais ici, vraiment, pour raison de simplicité, on va pas s'embêter avec ça. Ensuite, il faut changer ce qu'on plotte, donc la vérité. La vérité, c'est pareil, on prend context window plus i fois 24, et on va context window plus i fois 24 plus 48, parce qu'on a décalé de 48 heures. Et voilà, donc on a nos plots, et si on modifie i, on a très facilement des modifications de notre plot. On décale de 24 heures. Et on voit que par moment c'est vraiment très bien, et par moment c'est pas terrible. Donc par moment on voit toujours ces petits segments qui montrent que les données sont pas super clean. Mais sinon globalement c'est pas mal, franchement pour du zéro shot, je trouve que l'algorithme chrono c'est vraiment pas mauvais. Là, sur ces quelques plots, on a l'impression que c'est bon, mais pour juger de la précision d'un algorithme, c'est pas à l'œil qu'on le fait, c'est en utilisant des métriques d'erreur. Et là, en l'occurrence, on va utiliser la mean absolute percentage error pour mesurer donc la qualité de la prédiction de l'algorithme. Donc la mean absolute percentage error, qu'est-ce que c'est? On prend tout l'échantillon, on fait une somme entre la différence entre la vérité, yi c'est la vérité, moins l'estimateur, donc notre prédiction, ici notre fameuse médiane de tous nos samples, pour chaque pas de temps, et on divise par la vérité. Donc heure 1, on regarde la vérité, on soustrait la médiane de notre prédiction heure 1, et on divise par la vérité heure 1. Puis ensuite, on regarde pour l'heure numéro 2, la vérité heure numéro 2, on soustrait notre prédiction heure numéro 2, et on divise par la vérité heure numéro 2. Et donc on va faire ça pour chaque heure de toute l'année. Et c'est ça qui va nous donner une métrique d'erreur, et qui va nous permettre de comparer la précision de nos algorithmes. Mais juste avant de calculer la MAPE, je vous propose de faire une petite modification. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est faire une prédiction à minuit tous les jours pour les 24 prochaines heures. Chose que j'ai dite juste avant, mais en fait c'est pas exactement ce qu'on a fait sur le plot. Donc là on va modifier le plot. Ce qu'on aimerait faire, c'est adapter la context window, parce que là 512 ça fait 21 jours plus 8 heures. Et donc nous ce qu'on aimerait avoir c'est 22 jours. Donc 22 jours ça serait 528. Donc on prend une window de 528. L'algorithme prendra que 512, mais il fera le décalage tout seul. Il prendra les 512 dernières dans 528, mais au moins nous comme ça on décalera tout le temps de 22 jours pour arriver tout le temps à minuit. Donc on prend cette context window de 528, et au lieu de faire le plot sur 48 heures, on va faire le plot seulement sur 24. Donc normalement ça devrait nous donner un truc qui marche. Là il y a une petite erreur, j'ai fait sur 48 heures, et donc on modifie le range, et on devrait avoir 24. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur la context length de 528 et qu'on est bien sur la prédiction de 24 heures, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est une prédiction de 24 heures pour chaque jour de notre période de test. Et ensuite, pour chacune de ces 24 heures, on va calculer la MAPE, puis on va sommer toutes les erreurs. Donc pour ça, il faut qu'on sache combien de prédictions de 24 heures on va faire dans notre dataset. Pour ça, on regarde la longueur de notre dataset, on lui retire 528, parce que les 528 premières valeurs elles vont juste servir à avoir notre fenêtre, notre context window, et ensuite on divise par 24, et ça va être le nombre de fois où on va faire des prédictions. Donc on fait notre boucle for sur tous les steps. Dans notre boucle for, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une prédiction pour la journée associée au step. Donc là on fait un copier-coller, naïf. C'est pour ça que ça me semblait pertinent de changer le plot juste avant. Comme ça on fait juste un copier-coller maintenant qu'on est propre. Là on n'a plus besoin des quantiles, donc on les retire, on prendra juste la médiane.
Ensuite, on remplit notre vecteur erreur. Donc erreur indice i, ça va être la mean absolute percentage error. Donc ça, souvenez-vous, on l'a importé au tout début avec sklearn. Et donc c'est la mean absolute percentage error. En premier, il faut mettre la vérité. Donc la vérité, on va aller la chercher, copier-coller. Donc c'est df test. Et notre prédiction. Donc médiane 0. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est un print i et print error. Comme ça, on verra en temps réel ce qui se passe. Et là, il y a une erreur. Oui, effectivement, error, c'est une array vide. Donc ça va pas, on peut pas faire comme ça. On va utiliser append. Et là, ça fonctionne. Donc on affiche i et la MAPE. Alors là, il y a une erreur. Il semblerait qu'à l'indice 171, il y a des NA dans les données. Donc je vais faire pause et aller regarder tout ça pour pas vous faire perdre votre temps. Et donc, me revoilà, il y a effectivement des NA dans les données et il y a même des zéros donc pour le step 171 et 172. Donc je vous propose d'ajouter une petite gestion d'erreur. Ce qu'on peut faire, c'est regarder ici pour le step pour lequel on va faire une prédiction. Il y a des NA, on fait pas de prédiction. On passe tout de suite au step d'après. Et pareil, s'il y a des zéros dedans, parce que dans le calcul de l'erreur, s'il y a des zéros, on va diviser par 0 et ça va poser problème. Donc voilà ce que je vous propose, une petite condition if qui vérifie qu'il n'y a pas de NA dans le vecteur de 24 heures pour lequel on veut faire une prédiction et qu'il n'y a pas de 0. Et maintenant qu'on a fini toutes nos itérations, ce qu'on peut faire, c'est calculer l'erreur avec np.min. Donc là, on fait la somme de toutes les erreurs et on divise par le nombre d'erreurs qu'on a sommées. C'est la moyenne. Et on obtient 0,028, soit 2,8% de MAPE. Donc voilà pour le zero shot, on a quand même une bonne performance. 2.8 de MAPE, c'est pas mal. Mais nous, on va aller plus loin, on va réentraîner Chronos avec nos propres données. Donc pour faire ça, on va ouvrir un nouveau notebook et on va aller voir le Git de Chronos pour voir la doc et essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour réentraîner leur modèle avec nos données. Si on recherche training sur la page du Git, on voit qu'il y a plusieurs choses. Et donc, il y a un folder avec training. Là, c'est le code, donc toutes leurs fonctions pour le train. On va pas regarder ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste l'utiliser. Donc, on va aller regarder le README. Et le README semble bien détaillé. Donc déjà, il faut installer un package un peu plus poussé. Donc vous voyez, il y a training. On va en profiter pour copier-coller aussi Panda, les packages Matplot. On nous dit également que pour réentraîner le modèle, ce qu'il faut faire, c'est convertir nos données d'entraînement en un format qui est compatible. Donc là, c'est top, il nous donne le code pour convertir nos données en données compatibles. Donc on va prendre le code, on copie et on le colle. Ensuite, donc il faut nos données. Donc on reprend dftrain comme on l'avait défini, dftest comme on l'avait défini. Et il ne faut pas oublier, on a un nouveau notebook, donc il faut importer nos données consumption data avg. Donc maintenant il faut définir notre série temporelle, donc on l'appelle time s, c'est dftrain, c'est avg value hourly si vous vous souvenez bien, et point values. Comme ça on a un np-array. Et il faut modifier un petit peu, donc du coup c'est pas des données random, c'est time s qu'on va mettre ici. Et puis on va l'appeler data.arrow. On enregistre et une petite erreur parce que j'ai oublié de lancer ça, tac. Et voilà, on a créé nos données compatibles, très bien. Et maintenant on nous dit il faut aller modifier le fichier config. Et le fichier config, en fait, si on le télécharge pas, il n'est pas là. Donc ce qu'il faut faire, c'est un git clone de tout le guide de Chronos. Donc on va faire un git clone dans notre Google Colab. Alors je suis allé un peu vite, je vous ai pas montré où j'ai trouvé l'adresse. L'adresse du git, elle est ici. Donc sur la page d'accueil.
Donc on a fait notre git clone, maintenant vous voyez on a tous les dossiers, on va dans script, training, config, et là on ouvre le T5 small, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce qu'il faut faire là c'est mettre 1 ici parce qu'on n'a qu'un jeu de données, et on lui dit où est-ce qu'est notre jeu de données, donc c'est data.arrow. Et on modifie ça là. Et puis on va en profiter aussi pour augmenter le context length pour mettre 528. Voilà. Donc vous pouvez changer plusieurs trucs ici. Nous on va s'arrêter là. Et ensuite la ligne de commande qui permet de lancer le script training, elle est ici. On copie-colle. Déjà là on voit qu'il y a une erreur, donc il faut mettre un point d'exclamation parce que c'est du code machine, c'est exécuté dans le terminal, c'est pas du code Python. Maintenant il faut donner l'adresse, il faut dire où se trouve notre fichier config. Donc tac, on lui dit. Ici on garde bien le T5 small en modèle. Ce qu'on peut faire c'est changer le nombre d'itérations qu'on va faire pour le training. Donc on va mettre 2500. Et là j'ai oublié de changer quelque chose, donc si on regarde bien, en fait c'est que le script train.py, il faut lui dire où il est parce que c'est pas à l'endroit où c'était indiqué par défaut. Et aussi c'est vrai, je vous le dis avant qu'on ait l'erreur, il faut installer Triton si vous utilisez Google Colab. J'ai l'impression que ça y est pas, donc pareil on fait un petit pip install Triton, sinon vous allez avoir une erreur. Donc je lance le script, ça peut prendre un peu de temps. Je vous ai mis tout ça en avance rapide parce qu'en fait j'avais fait une erreur, j'avais laissé l'exécution sur CPU. Et donc CPU c'est vraiment moins rapide que GPU. Donc j'ai changé le mode d'exécution du notebook et j'ai mis sur la T4, donc la plus petite instance GPU. Et là, donc on voit que ça va plus vite, même si ça prend quand même un petit peu de temps. Donc je vous ai tout mis en avance rapide et puis on se retrouve à la fin de l'entraînement. Maintenant que ça a fini de tourner, donc ce qu'il nous reste à faire c'est d'importer Torch et Chronos. On va retourner sur l'autre notebook pour récupérer le code qui permet de faire le pipeline. Et ce coup-ci, dans le pipeline, on ne prend pas le modèle par défaut small. Mais on va prendre notre modèle qu'on a entraîné. Donc là, on a copié le chemin d'accès à notre modèle. Checkpoint final. Et on peut supprimer la suite, ça sert à rien. On va venir chercher contexte W parce qu'on ne l'avait pas défini dans ce notebook. Et ensuite le code pour calculer notre erreur. Et normalement c'est tout bon, on n'a pas d'autre chose à faire. On va voir, voilà, donc ça tourne, on voit que l'erreur se calcule. Donc on va attendre que ça soit fini. Maintenant que ça a fini de tourner, on peut calculer notre erreur, donc avec un np.min, et on voit que l'erreur est de 0,022. Pour rappel, avec le 0 shot, c'était 0,028, donc on a une amélioration de presque de 22%. Donc c'est vraiment bon quand même, ça peut paraître peu la différence, mais c'est 22% quasiment. Et donc voilà, on a fini la première partie. Donc on a entraîné notre modèle qui a quand même de bonnes performances. Ce modèle, on l'a ici. On peut le télécharger, donc vous pourrez le télécharger si vous voulez, et on l'utilisera dans une prochaine vidéo directement sur un serveur pour faire des prédictions tous les jours à minuit, et ce sera fait de manière automatique. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour la suite de ce projet. Salut!